Ce qui s'est passé après, quelques années plus tard, c'est que j'étais déjà en exil. Je suis allée voir présenter un livre en Argentine et je trouve un de ces personnes qui était à ce moment-là pour la lecture clandestine de Solzhenitsyn. Et alors il me présente sa maman. Et je vois, et je dis, mais tes parents n'étaient pas morts? Et il m'a dit, non, mes parents étaient en prison. Et je lui dis, mais on ne savait pas, on croyait que c'était ta tante qui s'occupait de toi. Oui, oui, ma tante, à l'époque, tout le monde croyait que mes parents étaient morts, mais mes parents étaient en prison. Et à ce moment-là, je lui dis, mais mon père aussi. Mon père avait été pendant 5 ans en prison, mais nous appartenons à une génération où nos parents nous disaient il ne faut pas dire que quelqu'un de la famille est en prison. Donc moi j'ai eu de la chance parce que je vivais avec ma mère, mon père et ma mère étaient divorcés, mais ma soeur et mon frère ont beaucoup souffert cette histoire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y avait tellement de prisonniers politiques à Cuba que, pour ne pas dire qu'il y avait une chiffre tellement grande de prisonniers politiques, ils ont commencé à mettre des gens en prison sans procès. On ne disait pas que c'était des prisonniers politiques, on disait que c'était plutôt des délinquants, on ne lui faisait pas un procès. Il restait des années et des années en prison, et une fois qu'il sortait, s'il sortait, on lui proposait de partir en exil. C'est ce qui s'est passé avec mon père. Il sort, il n'a pas pu sortir en exil tout de suite, il a dû rester chez lui, enfermé chez lui, jusqu'au moment où il a pu sortir de Cuba pour les États-Unis. Donc, vous voyez, même entre amis, même entre des gens qu'on connaissait, on ne pouvait pas se dire que nos parents étaient en prison. Évidemment, à ce moment-là, on s'est souvenu de la lecture de Solzhenitsyn et on s'est dit, mais alors, toi et moi, on comprenait ce livre d'une façon complètement différente que les autres qui étaient là. Et c'est à ce moment-là que lui, il m'a appris, non, il y avait aussi d'autres gens qui avaient des histoires un peu pareilles que les nôtres. Quand on raconte ça, aujourd'hui sur Cuba, on ne dit pas, on ne vous croit pas. Même aujourd'hui, on dit vous exagérez, pourquoi vous n'avez pas raconté ça plus tôt, pourquoi vous n'avez pas écrit cette histoire. Bon, d'abord, je n'avais pas le droit parce que c'était l'histoire de mon père. Et puis quand j'ai commencé à écrire les liens quotidiens, j'ai toujours dit que c'est un roman catharsis. Je voulais que les romans aient les structures les temps d'une phrase. Les personnages commencent avec cette phrase. Elle vient d'une île qui avait voulu construire le paradis et a créé l'enfer. Et toute l'histoire du roman dure une phrase, c'est-à-dire le temps de lire cette phrase. Tout ce qui se passe dans les romans, c'est le temps qu'on a pour lire cette phrase-là. C'est, comme vous voyez bien, la structure un peu d'une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch. L'impact de la lecture de Solzhenitsyn n'est jamais fini, parce que pour nous, même si on n'a pas vécu la prison, mais on a dans la famille des gens qui ont vécu la prison, qui sont aujourd'hui en prison, et c'est infini, ça finit pas. C'est nécessaire de lire et de relire ces textes, ces ouvrages, parce qu'on a toujours peur que ça se reproduise. Et on a toujours peur que ça se reproduise, mais on ne peut pas expliquer facilement pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'écuméne, par exemple, parfois, pas mal de fois, on m'a dit
mais pourquoi tu écris toujours sur la même chose? Pourquoi tu écris toujours sur Cuba et les castrismes? Pourquoi tu ne changes pas des sujets? Et même, il y a eu parfois des gens de la presse, des journalistes même, qui m'ont dit on va parler d'autre chose parce que c'est tellement méchant de parler du castrisme, c'est tellement méchant de raconter ce qui se passe aujourd'hui parce que tu sais, il y a quand même quelques changements, il y a Raúl Castro maintenant qui est un réformateur. Bon. Alors à ce moment-là, je suis évidemment obligée de dire ce qui est une vérité, c'est que le castro-communisme, comme je disais au début, a perfectionné tellement l'horreur qu'il a perfectionné, il a donné une côté sympathique, tropical, un truc de parc thématique, comme je disais tout à l'heure, qui donne l'impression que les choses ont changé à Cuba, qu'il n'y a pas « Ah non, vous avez vu, ils ont libéré maintenant les prisonniers politiques du printemps 2003, les journalistes qui étaient en prison. » Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces journalistes ont été pas libérés avec des licences extra-pénales, ils étaient déterrés et envoyés en Espagne avec une collaboration entre l'église castriste, pas catholique, l'église castriste, les gouvernements socialistes de Zapatero et Raúl Castro. On ne peut pas dire que Raúl Castro, dans ce qui a été une succession Castro-communisme, de Castro Ier à Castro II, que Raúl Castro est un réformateur. Pourquoi? Parce que Raúl Castro, il faut savoir que c'était la personne qui, dans les premiers mois de l'année 59, a exécuté avec Che Guevara une quantité énorme de Cubains dont la plupart étaient innocents. Et c'est la personne c'est la même chose que Fidel Castro, c'est le castrisme. On ne peut pas dire qu'on a fait des réformes à Cuba.